Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes déjà plus de 80 personnes connectées, vous êtes très ponctuels, c'est génial. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, me dire dans le chat si vous nous entendez bien, s'il n'y a aucun problème de son? Ah, ça a l'air de fonctionner, c'est génial. Alors, comment est-ce que je peux désactiver les petits sons ici? Ah oui, je pense que je vais faire je vais faire de même. Génial. Alors, si c'est la première fois que vous vous connectez sur Livestorm, vous verrez que vous êtes dans l'onglet chat et qu'il y a aussi un onglet questions. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, qui sont vraiment relatives au contenu, essayez de les poser au maximum dans l'onglet questions. Vous verrez que on peut voter pour les questions des autres. Ça nous permettra de remonter les questions qui sont les plus populaires parmi vous et d'y répondre en priorité, parce que vous êtes beaucoup à vous être inscrits, donc on est ravis, mais il risque d'y avoir beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de la saison. J'imagine que la plupart d'entre vous font déjà partie de la communauté Shine. Si ce n'est pas le cas, rapidement, Shine, c'est une néobanque pour les indépendants et les petites sociétés. Et notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans la jungle administrative et bancaire de l'entrepreneuriat pour vous permettre de vous concentrer sur votre projet. Et dans ce cadre, on a un blog qui répond à énormément de questions administratives et on a vraiment pour vocation de développer le maximum de contenu pour développer votre activité via des webinaires comme celui-là. Et notre objectif avec ce webinaire, c'était aussi de profiter de cette communauté qui est Shine Community, qui est incroyable, et de proposer aux membres de notre communauté, comme Emmanuel qui est aujourd'hui avec nous, de nous partager justement ses connaissances, ses conseils sur des thématiques précises. Alors du coup, on démarre en fait cette série de webinaires sur la thématique communication et contenu. À la fin du webinaire, je vous mettrai le lien vers les prochains à venir qui seront également sur cette thématique. Et on va démarrer très prochainement. On attend que tout le monde soit connecté. Donc Emmanuel qui est avec nous est utilisatrice de Shine et consultante social média. Donc, on va se concentrer sur Instagram aujourd'hui. Ce webinaire, il s'adresse à tous ceux qui ont potentiellement déjà un compte Instagram, mais souhaitent l'améliorer pour en faire une vitrine qui attire à la fois des prospects et véhicule votre image de marque, mais aussi, j'ai vu dans les inscriptions qu'il y avait beaucoup de gens en création d'entreprise, donc ça peut être aussi l'occasion, si vous n'avez pas encore lancé votre entreprise ou pas encore votre compte Instagram, d'avoir tous les bons conseils pour bien démarrer justement ce compte. Alors, tac. Hop. Pourquoi Alors, attends, j'ai un petit... Hop, je vais mettre la présentation en ligne. Tac. Ah, on est parti trop loin. Je vais laisser Emmanuel commencer la présentation. N'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions. Et puis c'est parti. On est parti du coup? C'est parti. Ok. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup Juliette pour cette introduction. Moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter en quelques secondes. Je suis Emmanuelle Siviril, je suis consultante social média indépendante. Avant, j'étais en agence de publicité parisienne, spécialisée dans le digital et notamment dans le social media. Et en fait, je manageais des équipes de community manager et social media manager. Et aujourd'hui, en fait, je passe de l'autre côté dans le freelance où j'accompagne professionnels, annonceurs et agences à construire leur stratégie social media, à développer leur communication du coup sur les réseaux sociaux et à les former également à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, moi, mon but, en fait, c'est surtout de vous donner des conseils sur comment engager votre audience via Instagram et notamment en vous donnant pas mal d'exemples pour vous inspirer et pouvoir mettre en pratique assez rapidement tous ces conseils. Donc,
Avant de commencer, je voulais juste élucider une petite question au tout début sur qu'est-ce qu'un contenu engageant, parce que c'est un peu la clé en fait de tout ça. Beaucoup le savent déjà, mais un petit rappel là-dessus. En fait, un engagement, il y a différents types sur Instagram. Il y a les likes, il y a les commentaires, il y a les partages, les saves donc, ou enregistrements, les clics et le temps passé. Le temps passé, ça peut être le temps passé sur une vidéo. Donc là, c'est la lecture. Ou alors le temps passé simplement sur une publication, un visuel statique. Et en fait, Instagram peut enregistrer le temps qu'on passe là-dessus. Et en fait, ça démontre l'intérêt de l'utilisateur via, sur cette publication. Deuxième question qui est importante de se poser, c'est pourquoi finalement il est important de créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux et notamment via Instagram. En fait, pour ça, il faut comprendre un petit peu la mécanique d'Instagram et notamment l'algorithme que j'ai schématisé. Alors, comment dire, je l'ai un peu vulgarisé pour que ce soit assez simple en fait, parce que l'algorithme finalement, la recette, c'est un peu comme la recette du coca, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on arrive un peu à percevoir certaines choses qui est assez importante. En fait, la clé, c'est que plus votre publication enregistre des engagements, plus celle-ci sera visible auprès d'une plus large audience. Donc schématiquement, à partir du moment où vous postez en fait votre publication au bon moment sur votre compte Insta, en fait, ce contenu-là, il va être montré à une petite partie de votre audience, donc de vos followers. Et en fait, cette audience-là, c'est ce qu'Instagram appelle une audience test. C'est-à-dire que c'est généralement les personnes qui interagissent le plus avec vos publications. Donc, si le test est réussi auprès de cette petite audience, Instagram va élargir, va agrandir en fait la visibilité de votre publication et la montrer à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de bien construire ces contenus de sorte à ce qu'ils soient engageants, à ce qu'ils enregistrent des likes, des commentaires, etc. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est comment créer du contenu engageant. Donc là, en fait, on a deux enjeux. Le premier, ça va être d'abord de capter l'attention de votre audience. Et à partir du moment où vous avez réussi à capter son attention, vous allez essayer de le faire passer à l'action, c'est-à-dire à ce qu'il s'engage avec votre contenu. Donc pour capter l'attention, quelques conseils. Le premier, ça paraît tout bête comme ça, et pourtant il y en a beaucoup qui font l'erreur sur Instagram, c'est d'abord de penser mobile avant tout. Quand je dis penser mobile, en fait, c'est au niveau du format. On voit beaucoup de format 16:9 sur Instagram, alors qu'en fait, quand on regarde notre téléphone, tout est en vertical. Et en fait, le but du jeu, pour un annonceur, pour une marque, c'est d'occuper le maximum de place sur l'écran de l'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable, en fait, de privilégier des formats de type carré ou 4/3 pour occuper un maximum d'espace. Et typiquement, si on regarde juste l'exemple de gauche, en fait, vous voyez que sur la publication, au-dessus et en dessous, on voit les publications concurrentes. Parce que quelqu'un qui communique sur Instagram, le but du jeu, c'est d'être vu, forcément. Et il faut se dire que tous ceux qui communiquent sur Instagram, ce sont les concurrents. Donc, on a le concurrent qui est au-dessus, on a le concurrent qui est en dessous. Donc, on est un peu pollué par ces deux publications. Alors qu'en fait, si on regarde la publication de droite avec le petit ballon, on ne voit ni la publication du dessus, ni la publication du dessous. C'est le petit ballon qui occupe tout l'espace sur l'écran de l'utilisateur. Donc, d'où l'importance de bien penser mobile dans ces formats. La deuxième chose, c'est d'avoir une identité visuelle. Pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre d'être reconnaissable parmi tous ces concurrents qui communiquent. Ça va vous permettre donc de vous distinguer et d'une autre d'être reconnaissable. Je vous prends deux exemples. On a l'exemple de gauche, c'est Respire. L'exemple de droite, c'est Typologie. C'est deux marques qui font partie du secteur beauté, qui ne sont pas concurrentes directes, mais en les suivant sur Instagram, en fait, je sais tout de suite qui s'adresse à moi avec la manière dont, la charte graphique dont elle est construite, les produits aussi, la manière dont ils sont présentés, etc. En fait, en un seul coup d'œil,
je reconnais tout de suite une publication de Respire ou je reconnais tout de suite une publication de typologie. Donc ça, en fait, ça va vous permettre aussi de capter un peu plus l'attention de l'utilisateur si vous êtes reconnaissable. Troisième conseil, pareil, un conseil tout bête, mais c'est d'être accrocheur, que ce soit dans le visuel ou dans le texte qui accompagne le visuel, donc le wording ou la caption. Vous pouvez en fait utiliser cette petite astuce. Typiquement, là, c'est l'exemple de Naturalia où en fait, on a 2 phrases d'accroche. On a la première, c'est sur le visuel qui interpelle du coup l'utilisateur, et on a une autre phrase d'accroche. C'est la première en fait qui est écrite dans le wording du post et qui là aussi peut inciter l'utilisateur à en savoir un peu plus et du coup à cliquer sur le call to action suite pour dérouler le texte. Donc ça, c'est aussi une petite astuce intéressante que vous pourrez tester, que ce soit sur le visuel ou sur le wording. Et autre conseil, on est sur Instagram. On dit souvent que c'est l'esthétisme qui prime, que c'est le visuel aussi qui parle beaucoup plus que les mots. Là, typiquement, on a pareil 2 exemples. Un, pour moi, c'est plus un don't et l'autre plus un do, où en fait, on n'a pas besoin parfois de mettre beaucoup de texte sur un visuel pour vanter le produit ou le service. Là, on est dans l'exemple de la food, donc clairement, le plat doit être d'entrée de jeu hyper appétissant. C'est le cas notamment de Frischti dans cet exemple. En revanche, le visuel Perle du Nord, là-dessus, pas besoin de mettre un bandeau et d'expliquer ce qu'est le plat qui est en photo. En fait, autant faire un focus sur celui-ci et mettre le détail dans le texte. C'est comme ça aussi qu'on arrive plus facilement à capter l'attention. C'est avec un visuel extrêmement bien construit, bien travaillé, etc. Et éviter de mettre trop de texte qui va venir finalement polluer la beauté du visuel, en fait. D'autant plus que là, alors, on n'est pas du tout dans la phrase d'accroche, pas comme l'exemple précédent. Là, si on est sur du descriptif, ça va dénaturaliser le visuel. Donc, en résumé, pour capter l'attention, il est important de penser mobile, donc les formats 4 tiers ou carrés à privilégier. Soigner son identité visuelle, c'est comme ça que vous réussirez à être reconnaissable auprès de votre audience et donc du coup de vous distinguer de vos concurrents. Travaillez votre phrase d'accroche, que ce soit sur le visuel ou dans le wording, cette première phrase pour interpeller votre audience. Et évidemment, sur Instagram, privilégiez la qualité de l'image avant tout. Faut que ce soit beau, faut que ce soit inspirant, voilà, et agréable à l'œil pour l'utilisateur. Une fois que vous avez réussi du coup à capter l'attention, le deuxième enjeu va être de faire en sorte que votre audience passe à l'action. Premier conseil, première astuce que vous pourrez mettre en place, c'est générer de l'émotion. Effectivement, il y a beaucoup de contenu sur Insta, de marques, d'influenceurs, célébrités ou autres, qui génèrent de l'émotion, que ce soit de la joie, de la surprise, colère, tristesse, un coup de gueule, ce que vous voulez finalement. En fait, en générant de l'émotion, dans le cerveau de l'utilisateur, ça peut provoquer une action et donc une interaction. Donc, soit un like ou alors aller plus loin, un commentaire pour soutenir soit la bonne nouvelle qui a été annoncée dans le post ou la mauvaise nouvelle ou le coup de gueule, etc. C'est là où on a pas mal de réactions en fait face à une émotion et donc du coup qui dit réaction dit forcément interaction, engagement et donc visibilité. Donc l'émotion, c'est une des clés en fait de l'interaction. Deuxième astuce, c'est rebondir sur l'actualité. Effectivement, ça c'est une des clés en fait des community managers depuis le début. Donc c'est tous ces marronniers qui reviennent chaque année, mais aussi de l'actualité chaude qui n'est pas forcément prévue.
Et donc là, en rebondissant en fait sur l'actualité, vous renvoyez une image très moderne, très à l'écoute en fait du monde qui entoure votre marque. C'est potentiellement aussi des actualités auxquelles votre audience s'intéresse. Donc du coup, vous rentrez dans ces conversations. Après, attention à l'opportunisme, c'est-à-dire que beaucoup font aussi l'erreur de rebondir sur une actualité qui n'a absolument rien à voir avec leur marque, avec leurs valeurs, avec leurs produits ou leurs services. Et donc, du coup, ça dénote un peu et ça sonne un petit peu faux. Là, c'est l'exemple de La Redoute. Alors, je suis désolée s'il y a des gens de La Redoute qui regardent ce webinaire. En fait, en tombant sur cette publication, donc je vois La Redoute. Ensuite, je vois Meryl Streep, je me dis, OK, intéressant. Et en lisant le wording, je vois que on célèbre la journée internationale de la cuisine italienne. OK. Et je me dis, mais quel est le rapport avec La Redoute, en fait? Et tout de suite, c'est quelque chose qui, alors qui pourrait être intéressant, mais je trouve que l'angle d'approcher de rebondir sur cette actualité et pas forcément le meilleur avec Meryl Streep mangeant une pizza à la cérémonie des Oscars. Donc, bon. Et la redoute à côté. En revanche, quand je vois le post de Back Market, donc c'était leur campagne sur Black Friday, je trouve que c'est très malin d'aller dans le contresens de tout le monde, mais aussi parce que c'est Back Market, d'aller dans le contresens donc, du Black Friday. Là où tout le monde casse leur prix, en fait, eux, l'idée, c'est de leur dire que c'est toute l'année, finalement. Donc, c'est une bonne manière de rebondir sur cette actualité et de ne pas dire comme tout le monde aussi. C'est assez malin. Autre conseil aussi, alors là, c'est typiquement ce que je suis en train de faire, c'est de partager des conseils. On l'a vu pendant le confinement, il y a beaucoup de marques qui ont pris la parole là-dessus pour donner des conseils, donner des astuces, etc. aux personnes qui étaient confinées chez elles. C'est notamment le cas de Decathlon, qui certes est une marque de sport qui vend des produits de sport. Et donc là, l'idée, c'était de donner des petits exercices à faire chez soi pour garder la forme. Le fait que ce soit aussi des contenus utiles, soit utiles à votre audience. Pareil, là aussi, vous pourrez plus facilement générer de l'interaction, que ce soit du like, du commentaire, ou même ce type de contenu, en fait, de conseil. Vous pouvez l'enregistrer très facilement pour le garder dans votre collection et le ressortir plus tard si vous le gardez dans un coin de votre mémoire. Autre conseil qu'on peut partager, c'est par exemple Stéphane Plaza qui, sur son compte Instagram, donne tout bêtement des conseils de déco, de homestaging, etc. Donc là, pareil, en fait, c'est du contenu qui peut être utile pour l'audience et ça répond peut-être à un besoin, en tout cas ce pourquoi les utilisateurs vous suivent. C'est aussi une des raisons de ce qu'ils attendent comme type de contenu. Autre conseil, inspirer son audience. Effectivement, on est sur Instagram, on est là pour voir du beau, pour rêver un peu, pour être dans un imaginaire. Et avec votre marque, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de projeter l'utilisateur avec votre produit ou avec votre service. Là, j'avais pris l'exemple de Mode Trotteur où en fait, on a deux types de contenus avec le même produit présenté. On a un produit qui a été shooté en studio et un autre produit qui a été shooté à l'extérieur à Marseille. Et en fait, on voit tout de suite la différence où quand moi je regarde, après c'est très personnel, mais quand je regarde l'exemple de droite, je me projette plus facilement avec cette veste que sur Instagram où j'ai l'impression d'être sur un catalogue produit, chose que je pourrais retrouver sur le site internet finalement. Donc là, c'est un peu comme les codes de Pinterest en fait. C'est-à-dire que on est là pour aussi inspirer et projeter l'audience dans un univers, l'univers de la marque, un univers lifestyle, etc. Donc l'inspiration, c'est un peu la clé sur Instagram. Ensuite, autre conseil, alors j'aurais pu commencer par là, effectivement, parce que
on est sur un réseau social, on est là pour ouvrir la discussion. Les utilisateurs, s'ils suivent votre marque, en fait, ils sont là aussi pour échanger avec votre marque, que ce soit pour poser une question ou juste pour donner leur avis. Donc l'idée, en fait, c'est si vous voulez engager votre communauté, en fait, posez-leur des questions tout simplement. C'est par exemple donc la marque M Skincare qui a repris la fonctionnalité question de la story, qu'on a juste fait un screenshot en fait, qui a repris ce petit code, et tout de suite en fait l'utilisateur est interpellé parce qu'on lui pose une question et il reconnaît aussi la fonctionnalité, et l'idée en fait c'est qu'il réponde en commentaire. Donc là, vous interpellez directement, c'est-à-dire que la question elle est beaucoup plus visible que dans le texte, ou alors sinon, effectivement, vous pouvez le faire comme l'Occitane, c'est-à-dire poser la question dans le wording. Peut-être que ce sera un petit peu moins efficace. Cela dit, le visuel, s'il capte l'attention parce qu'il est bien travaillé, il est très beau, etc. Ça peut fonctionner aussi, mais je trouve que le premier exemple est assez malin en fait pour inciter à l'interaction et inciter aux commentaires. Sur Instagram et notamment sur les réseaux sociaux, c'est aussi intéressant de divertir son audience, dans le sens où les utilisateurs sont aussi là pour, quand ils vont sur Instagram, s'ils prennent une pause. Donc c'est un peu comme un divertissement finalement. Donc le fait d'organiser des petits jeux, des quiz, etc., de faire appel un peu aux connaissances des utilisateurs, ça peut être intéressant également, et on se rend compte en fait que ça marche plutôt bien d'ailleurs. Donc c'est le cas par exemple de Naturalia qui avait fait un petit quiz là-dessus sur le qui est qui, où on pourrait confondre certains légumes tellement ils se ressemblent, ou alors Chantilly Biscuit, où je trouve que c'est assez malin d'avoir repris le jeu blanc manger coco et là de l'avoir revisité façon blanc manger biscuit, où en fait on a juste un texte à trous, juste ça. Et l'idée, c'est exactement comme quand on était en CP, hein, c'est de commenter avec le mot pour remplir le texte. Donc c'est des petites mécaniques qui sont très simples et qui fonctionnent et qui poussent à l'action. En fait, il n'y a rien à gagner là-dessus, clairement, mais ça peut marcher. Et, le fait de divertir son audience peut être une bonne solution pour booster un peu ses engagements. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'engagement, alors là, c'est un peu c'est le climax des conseils, c'est-à-dire le fameux jeu concours. Effectivement, le jeu concours, c'est une très bonne chose pour booster les interactions sur son compte. Donc ça, c'est assez top, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a une carotte, il y a quelque chose à gagner, on multiplie par 10, par 20, par 100 les interactions. Donc ça, c'est très bien. Après, attention aussi avec l'objectif que vous avez, dans le sens où si vous voulez, par exemple, gagner des followers et que vous faites un jeu concours pour en gagner, parce que la condition, c'est de s'abonner à votre compte, c'est très bien. Mais sachez que dans les jours qui vont suivre, vous risquez de perdre une grosse partie des personnes qui se sont abonnées à votre compte, parce qu'elles étaient juste là pour gagner, ce qu'on appelle des concouristes, juste là pour gagner le lot, et si elles ont perdu, elles vont se désabonner, et voilà. Donc finalement, le jeu concours, de base, c'est très bien pour gagner des interactions. Ça peut être une bonne chose pour gagner des followers, mais il faut savoir qu'il y aura un retour de bâton dans les semaines, les jours qui suivront votre jeu concours. Au niveau de la présentation de votre jeu concours, là pareil, j'avais mis 2 exemples. Le premier, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce premier exemple? En fait, il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes, donc on voit jeu concours, un an de soins offert chez Pitch, très bien, et puis le bandeau en bas qui est un peu moins lisible. Donc on a 3 typos différentes, et un an de soins offert chez Pitch, et en fait je me dis pour inspirer un peu l'audience, pour la projeter un peu plus, ce qui aurait été intéressant,
c'est justement de montrer, par exemple, quelqu'un qui est en train de profiter d'un soin chez Pitch, pour éviter en fait d'avoir trop de texte, qu'on soit trop dans la comment dire le concept avec cette vague derrière. Et en fait, quand je regarde l'exemple de droite, en fait, je me dis, c'est simple, efficace, c'est-à-dire qu'on sait tout de suite ce qu'il y a à gagner, c'est ça. Il y a le win this sprint, donc là, on sait que c'est un jeu concours. On a juste à regarder le wording qui suit, donc le texte, et pour connaître quelles sont les modalités de participation. Et voilà. Et en fait, je me dis, plus votre jeu concours est simple, plus la mécanique est simple, plus vous aurez des participations et donc de l'interaction et donc de la visibilité. Donc voilà, je suis peut-être allée un peu vite sur cette présentation. Juliette, tu me diras. En tout cas, si vous avez des questions, je prends tout. Hop, je me remets là-dessus. Tac. Génial. Effectivement, on a pas mal de questions. Ouais. La première question, celle qui a été la plus populaire, elle vient de Caroline. Alors peut-être que tu as répondu au fur et à mesure. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de freelances qui sont là avec nous. Donc forcément, dans les visuels, on n'a pas forcément de produits à montrer, plutôt vendre ses compétences. Quel genre de visuel est-ce que toi, tu recommandes pour des gens qui se vendent un petit peu eux-mêmes ou qui vendent un service qui n'est pas vraiment photographiable? Alors, en fait, ça dépend du service en soi, parce que ça peut être très très large. Enfin, c'est très large comme question. Mais par contre, si tu me donnes un secteur là-dessus, oui, je pourrais plus y répondre. Mais si on prend par exemple un freelance qui, je sais pas, ou un formateur par exemple, quelqu'un qui vend de la formation. Ouais. Est-ce que tu conseilles plutôt de te vendre toi, j'imagine, parce que ce que tu vends, c'est... Est-ce que tu as besoin de mettre des photos personnelles? Est-ce que... Après, ça dépend si tu es à l'aise là-dessus. Moi, je trouve ça toujours bien, typiquement, si tu es formateur, qu'on voit un peu ta tête et savoir qui tu es, en fait, parce que c'est comme ça que tu vas humaniser la relation, clairement. Après, quand tu suis un formateur, par exemple, ce que je trouve intéressant dans ceux que je suis, c'est que en les suivant, je vais rechercher un peu des conseils. Et donc, du coup, je suis assez friande de contenu où il y a un tout petit peu de texte, mais qui va m'interpeller. Et sur un visuel très simple, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, un aplat de couleurs, une question. Et en fait, le formateur, le freelance va y répondre dans le texte. Et ça, en fait, ça me suffit, mais parce que je suis en recherche d'informations. Quand je suis un formateur, je recherche pas forcément de l'inspiration, tu vois. C'est plus du conseil, de l'éducation, de la pédagogie, etc. Donc, en fait, c'est plus se poser la question d'une personne qui me suit. Qu'est-ce qu'elle attend, en fait? Comment je peux répondre à son besoin? Donc là, typiquement, si tu es formateur, oui, c'est effectivement donner quelques billes sur ta spécialité et répondre à certaines questions en quelques lignes. Si par exemple, tu es, je sais pas, genre tu es graphiste, là, Instagram, c'est totalement la place pour mettre en avant ton book, tes dernières réalisations, etc. En fait, pour montrer ce dont tu es capable, en fait, et qu'un potentiel client pourrait regarder en fait ton compte Insta et se dire c'est hyper intéressant ce que cette freelance fait et je vais la contacter. En fait, c'est un aperçu du travail. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu clairement. Si vous avez des métiers en particulier que vous trouvez plus intéressants, avec des questions plus précises, effectivement, on pourra apporter des éléments aussi plus précis. J'avais aussi plusieurs questions concernant les hashtags. Quelle est la bonne utilisation des hashtags? Est-ce que ça s'utilise dans le profil? Est-ce que ça a intérêt de les utiliser dans vraiment la description d'un profil ou non? Comment bien les utiliser pour cibler justement ton audience idéale?
Alors, les hashtags, pareil, en fait, on entend un peu de tout sur les hashtags. Moi, je sais que de mon côté, j'en teste, enfin, je fais que du test, c'est-à-dire que je vais en tester 3-4, puis après, je vais augmenter un peu plus. Donc, j'ai pas de nombre fixe là-dessus sur comment dire, la quantité de hashtags qu'il faut mettre sur une publication. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas non plus en mettre 30 parce que là, ça passe clairement pour du spam. Donc, en tout cas, moi, j'en mettrais moins de 10, ça c'est certain. Et après, en fait, j'essaye de me mettre pareil à la place de l'utilisateur et de me dire si je cherche ce type de contenu, quel hashtag je vais rechercher, en fait. Donc par exemple, je prends l'exemple de mon compte Belle Prise, qui est en fait c'est de la curation de contenu que je fais là-dessus, sur les contenus que je vois passer quotidiennement. Et ceux que je trouve hyper créatifs, intéressants, je les reposte. Et du coup, dans l'utilisation de mes hashtags, je vais taper par exemple inspiration, je vais taper snack content, je vais mettre aussi digital artist, parce qu'en fait c'est les hashtags que je pourrais taper pour rechercher ce type de contenu. Après, je sais qu'il y a des outils qui existent pour étoffer comment dire, la recherche de hashtags. Enfin, en tout cas, trouver des hashtags qui sont en lien avec ceux qu'on souhaite mettre. Il y en a, c'est hashtag Jiffy, je crois. J'utilise pas énormément. Enfin, en fait, c'est pas un automatisme que j'ai, mais en tout cas, ça existe. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Et il y en a un autre aussi, et je ne l'ai plus, mais en tapant sur Google, vous trouvez des outils assez pertinents pour trouver les bons hashtags, en tout cas les plus utilisés. Donc voilà. Et puis il y a ça aussi, c'est que oui, dans ceux que j'utilise, généralement c'est les plus utilisés en fait. Donc voilà. Super. Et du coup, je suis pas sûre si tu y as répondu. Les hashtags dans le profil, c'est vrai que moi-même, je n'ai jamais vu. Est-ce que ça sert à quelque chose? Comment est-ce que Instagram utilise ça pour... Ça, c'est une bonne question. Je sais que pour les marques que j'ai pu gérer, jamais on a mis de hashtag dans le profil. Toujours dans les publications, jamais dans le profil. Et en vrai, ce serait une question à poser à Insta s'il y en a un d'entre vous qui a un contact chez eux. Ou s'il y a quelqu'un d'Instagram ici présent. Qui vient comprendre comment booster son engagement. Mais c'est vrai que dans le profil, je ne sais pas s'il y a un impact en fait là-dessus. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas trop non plus. Peut-être pour quand tu fais des recherches, peut-être pour te proposer des profils similaires à d'autres, peut-être dans le mécanisme, mais... Ouais. Alors, j'ai une nouvelle question de Pierre, et c'est vrai que moi, c'est une question que je me suis déjà posée pour une marque que j'avais lancée précédemment. Quand tu as une audience qui est majoritairement internationale, mais que tu as un business en France, est-ce qu'il faut privilégier une communication en français, en anglais, les deux? Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui traduisent du coup, qui mettent un peu des deux. Ouais, le truc, c'est que c'est toujours compliqué ce type de compte. Au début, on avait fait ça avec une marque, c'est-à-dire que au tout début, on parlait aux deux, français et anglais. Et après, en fonction, à partir du moment où le compte avait plus ou moins grossi en termes de followers, on regardait comment dire, la démographie de l'audience pour essayer d'en savoir un peu plus sur nos abonnés. Et on s'était rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup plus de Français qui nous suivaient que d'étrangers, notamment d'anglais. Et donc du coup, dans les posts qu'on publiait, la majorité était en français et le reste c'était français et anglais. Parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on s'adressait très vite à une audience française. Donc on faisait toujours un peu des deux, mais en fonction de l'audience. C'était plus français ou alors plus anglais en fonction de la marque. Donc voilà. Mais c'était jamais très catégorique. C'est-à-dire, on parle plus anglais, on va parler que français et voilà. Donc toujours un peu des deux pour contenter tout le monde.
et un peu plus les Français parce qu'ils étaient beaucoup plus présents. Oui, surtout que des fois, tu as des indications sur la zone géographique, mais ça peut aussi être des Français qui sont à l'étranger, enfin, selon le... Je Ouais, ne connais pas ta situation en particulier, Pierre, mais c'est vrai que je vois par exemple des comptes sur le nomadisme digital. Tu vas peut-être être suivi par des gens partout dans le monde qui sont eux-mêmes nomades. Oui. Enfin, là, c'est vraiment l'exemple typique, mais qui parlent pas forcément, enfin, qui parlent peut-être eux-mêmes français. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut faire aussi attention à ces infos parfois. Complètement. Génial. Alors, on a une question plus technique sur les horaires de publication optimales. Ouais. En fait, Instagram te donne les moments où tes abonnés à toi sont le plus connectés, mais pas forcément les autres. Ouais. Est-ce qu'il y a des vérités comme ça sur les publications Instagram, des jours, des heures? Alors là, c'est pareil. Moi, c'est souvent du test que je fais là-dessus. Je reprends l'exemple de mon compte Belle Prise. Au tout début, j'avais fait le test de poster à différents moments de la journée, sur une semaine, enfin sur plusieurs semaines, et différents jours. Et en fait, je me suis rendu compte que les engagements, peu importe le contenu qu'il y avait, les engagements et notamment la portée, le nombre de personnes que je touchais, parce qu'en fait, moi, c'est ça le but avant tout, c'est de toucher d'entrée de jeu pas mal de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus connectés le matin que l'après-midi et réagissaient aussi beaucoup plus le matin que l'après-midi. Et au niveau des jours, je me suis aussi rendu compte, mais c'est parce que c'est de la curation de contenu qui s'adresse aussi à des professionnels, et je me suis rendu compte que le samedi et le dimanche, c'était un flop total. Il y avait très peu de gens que je réussissais à toucher, alors que je postais le lundi, le mardi, le mercredi. J'étais au maximum de ma portée. Enfin, c'est là où je faisais les meilleures perfs. Donc, dans mon cas, en fait, c'est lundi, mardi, mercredi. Mais il y a d'autres marques, pareil, que j'avais gérées, et c'était notamment des marques de mode, et c'était le samedi et le dimanche où ça fonctionnait le plus. Mais parce que les gens, là, sont certainement un peu plus en mode inspiration, je vais faire mon shopping, etc. Et puis, je vais regarder un peu ce qui se passe sur Instagram, sur Pinterest. Enfin, je vais me connecter et faire mon shopping en ligne ou aller en boutique. Et donc, du coup, là, ça s'y prête. Donc, pareil, en fait, ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous êtes, et le mieux, c'est le conseil que je peux vous donner là-dessus. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est de tester différents moments, différents horaires, différentes journées aussi, tout en regardant à quel moment, parce qu'Instagram donne cette stat aussi, à quel moment les personnes sont connectées, et puis à vérifier, en fait, à vérifier tout simplement en postant. Mais c'est vrai que c'est ultra intéressant. Enfin, déjà, tester, je pense que c'est effectivement la meilleure stratégie. Mais ce que tu disais, c'est qu'il y a des gens qui se connectent, mais ça dépend aussi de ce que les gens viennent faire sur ton compte. Effectivement, si tu es dans une activité un peu B2B, par exemple, la personne, elle va peut-être être connectée le week-end, mais comme tu le disais, elle n'est pas dans l'humeur d'aller lire un contenu sur la formation que tu vas faire. Elle est dans l'humeur d'aller regarder telle ou telle nouvelle collection La Redoute. Donc, au-delà de la connexion, il y a aussi quand est-ce que tes contenus, quand est-ce qu'il y a l'intention derrière d'aller se plonger dans le contenu que tu produis. Exactement. C'est exactement ça. Et tu vois, alors là, on parle d'Instagram, mais on prend l'exemple de LinkedIn. LinkedIn, moi, typiquement, le samedi et dimanche, j'y vais jamais. Et en fait, c'est prouvé par aussi LinkedIn que c'est pas forcément le meilleur moment pour poster le week-end, mais parce que c'est un cadre professionnel, et donc là, c'est en toute logique, ça s'adresse un peu à tout le monde. Sur Instagram, comme on vient chercher différentes choses, c'est un peu là pour le coup, c'est un peu du cas par cas, en fait. Il y a des marques pour qui ça va cartonner le week-end et pour d'autres pas du tout. Et l'inverse avec début de semaine ou même les horaires aussi, ça fonctionne. Donc, toujours tester, que ce soit les hashtags, essayer de tester votre audience, tester peut-être de nouvelles audiences, parce qu'il y a aussi, je pense, beaucoup d'objectifs qui sont de j'ai une audience, comment je vais en toucher une nouvelle. Ouais. C'est beaucoup du test, c'est beaucoup ça dans l'entrepreneuriat. J'ai Amandine. Ça prend beaucoup de temps pour connaître
connaître Ouais. son audience, ce qui lui plaît, à quel moment elle est connectée, quel contenu elle attend aussi de la marque, là où elle réagit ou non. Et ça prend pas mal de temps. Ouais, et d'ailleurs, je voyais dans le sondage que l'objectif fédérer une communauté, c'est beaucoup revenu comme objectif principal. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion d'échanger avec votre communauté. Il y a évidemment les tests, mais vous pouvez aussi engager votre communauté pour lui poser des questions directement sur ce qu'elle attend, etc. Bon, après, il y a des différents niveaux, mais Exactement. Et là, pour le coup, alors effectivement, là, dans cette partie, on n'a parlé que du feed, mais la story, ça s'y prête hyper bien pour sonder, pour prendre la température auprès de la communauté, parce qu'en fait, la story, c'est ceux qui voient vos stories, c'est ceux qui sont les plus intéressés, en fait, parce que les places sont chères dans la story pour arriver tout en haut, enfin tout au début sur l'écran de l'utilisateur. Et il y a beaucoup de marques qui posent la question de qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous souhaitez qu'on parle de ce sujet-là? Est-ce que même sur leurs usages, est-ce que vous regardez plus les stories que le feed finalement? Donc là aussi, c'est pour prendre la température. Donc et pour le coup, la story, oui, c'est un très bon moyen d'en connaître un peu plus sur son audience. Oui, et ça permet de répondre aussi à l'objectif de proximité, parce que beaucoup de gens viennent chercher sur les réseaux sociaux, de rentrer un peu dans les coulisses, de pouvoir échanger très facilement avec la marque. Donc, vous y gagnerez, et parce que vous connaîtrez mieux votre audience, et parce que vous créerez cette relation de proximité. Amandine me demandait, est-ce qu'on peut programmer des publications sur Instagram? Alors, je sais que oui. Je ne sais pas ce que toi, tu utilises, si tu as des logiciels en particulier. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé d'outils comme celui-ci. Je sais que c'est possible. Comment? Alors là. Je sais que quelqu'un m'avait dit qu'il utilisait une application qui s'appelait Later, qui permet de prévoir des semaines et des semaines à l'avance de contenu. Voilà. Donc c'est. Ouais. mais effectivement, c'est possible. Alors, pas via Instagram directement, en tout cas. C'est ça qu'il faut redire, c'est que c'est pas directement proposé dans Instagram. Non. Et tu as des logiciels qui te permettent de faire ça facilement. Exactement. Voilà. Ah, d'ailleurs, bonjour Jeanne, qui nous dit que les hashtags dans le profil ne servent à rien. Merci Jeanne. Merci Jeanne. Tu dois être heureuse que je parle de compte de nomadisme digital. Oui, en fait, un hashtag dans un profil, je me dis à quel moment il pourrait ressortir plus facilement, en fait. C'est par rapport à un contenu. Donc merci Jeanne d'avoir élucidé cette question. Alors Yann demande, alors c'est aussi assez technique, je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que les conditions d'Instagram font perdre les droits de création du visuel créé? Est-ce que parce que tu l'as mis sur l'espace public, entre guillemets, le visuel a le droit d'être pris et ne t'appartient plus? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que Instagram peut réutiliser j'aurais tendance. Alors après, c'est pas du tout fondé, mais moi j'aurais tendance à dire oui. Mais après, c'est si je sais que si par exemple il y a une marque qui veut reprendre le contenu d'un utilisateur, la meilleure pratique c'est de lui poser la question de est-ce que je peux repartager ton contenu. Mais est-ce que ça tombe dans l'espace public? Ça c'est une bonne question juridique. C'est vrai que tu vois beaucoup de gens qui repartagent des stories, qui repartagent des posts, etc. Alors, il y a des moyens de le faire pour qu'on voit l'auteur, mais c'est vrai que si tu ne sais pas exactement comment faire et que tu en fais un screenshot et que toi-même tu le republies, j'ai absolument aucune idée sur le côté légal de la chose. Oui, et puis et cette question de est-ce que ça appartient à Instagram, donc à Facebook, c'est une très bonne question. Et j'ai pas la réponse. On essaiera de trouver la réponse après le webinaire. Alors, Alan qui me dit je viens de lancer un compte Instagram, même après 6 et 7 publications, aucun follower. J'ai des likes pourtant.
Alors, je pense que ça prend un peu de temps. Est-ce que tu as des astuces pour les gens vraiment qui lancent leur compte? Ouais. Combien de temps est-ce que selon toi ça prend vraiment les best practices pour avoir tes premiers followers? Alors, la première chose déjà, c'est de bien travailler son contenu. En fait, avant de partir à la course aux followers, il faut déjà qu'il y ait quelques contenus de poster et pour donner envie de s'y intéresser. Et donc de s'abonner. Donc déjà ça, travailler le contenu en amont, ça c'est la première chose. Et après, si tu veux trouver des comment dire, des potentiels followers, moi ce que je fais, mais alors bon, c'est pas la meilleure pratique hein, là-dessus, mais ça a pas mal marché. En fait, je suis tout simplement allée voir les comptes plus ou moins concurrents. Et en fait, j'ai ajouté des personnes, 10, 15, 20 personnes. Mais en fait, c'était pas en mode je veux te suivre, c'était plus je te fais coucou, en mode j'existe. Viens faire un tour en fait sur mon compte. Et si ça t'intéresse, bah en fait, abonne-toi. Et si ça t'intéresse pas, supprime ma notification et voilà. Pour Instagram, ça passe clairement pour du spam. Hein. Au bout d'un moment, c'est sûr que si tu en fais 100 par jour, c'est Tu as des logiciels d'ailleurs qui font ça. comment? Tu as même des logiciels, je crois, qui font ça. Ah, ouais. Ah bah les robots, oui, bah ça c'est la pire des choses. Hein. Les robots, clairement, surtout pas faire ça parce que en C'est fait, important de le dire. ça supprime ton compte clairement et à ce que l'algorithme aussi soit extrêmement sévère avec toi. Donc au final, il y a pas grand chose à y gagner là-dessus. Le mieux c'est de le faire petit à petit en fait. Pour gagner des followers comme ça assez rapidement. Et puis après, en fait, ton compte Instagram, il peut aussi vivre à l'extérieur d'Instagram, c'est-à-dire qu'il faut en parler en fait autour, il faut que ce soit présent sur les autres canaux, donc par exemple sur du Facebook, sur LinkedIn, etc., sur ton site internet aussi, et pour que les gens sachent qu'il y a un compte qui existe. Donc en parler à l'extérieur, envoyer des notifs de temps en temps à des utilisateurs qui potentiellement pourraient s'abonner à ton compte, mais ne pas non plus inonder une large audience qui, la majorité, ne serait pas du tout intéressée par ton compte. Et là, du coup, tu passes pour du spam, clairement. Donc voilà, donc bien cibler les personnes qui seraient susceptibles de s'intéresser à ton compte. Donc voilà. Après, ce qui peut être pas mal, c'est les partenariats aussi. En fait, il y a plein de leviers hein, pour faire connaître son compte Instagram. Les partenariats, ça marche bien, que ce soit avec d'autres marques, avec des influenceurs, ça peut être pas mal. Ça peut être aussi le jeu concours, mais le jeu concours, faut que tu médiatises, c'est mieux. Si tu médiatises ton contenu, et même la médiatisation en tant que telle, ça te permet aussi d'acquérir de nouveaux followers parce que tu vas toucher une audience qui ne te connaît pas encore et qui serait susceptible d'être intéressée parce que tu racontes. Donc voilà. Mais la toute première chose avant tout, c'est de bien construire son profil et d'avoir minimum 9 à 12 posts, comme ça te fait une grille bien construite et pour que l'utilisateur ait déjà un aperçu de ce que tu auras à raconter, enfin de ce que tu raconteras s'il te suit. Donc ouais, pareil, stories à la une aussi. Ça complète le profil et ça donne un peu plus d'informations sur ton compte. Donc ça peut potentiellement aussi inciter l'utilisateur à s'abonner à ton compte Instagram. Donc bien construire son contenu, faire un peu du cross-canal, effectivement, ne pas se dire qu'Instagram se suffit à lui-même. Ouais. Si c'est le début de votre business, c'est un peu différent, mais si vous avez déjà un business qui fonctionne depuis quelques temps, invitez vos clients à découvrir votre compte. Si vous avez une newsletter, invitez les gens à aller découvrir votre compte Instagram aussi. Donc, essayez de le faire vivre sur d'autres canaux, potentiellement là où vous êtes un peu plus avancé. Ouais. Et du coup, les partenariats peut être une bonne idée. Mais c'est vrai que suivre un compte sur lequel on voit que 6 contenus, pour quelqu'un de vraiment inconnu, c'est assez... on ne sait pas bien dans quoi on s'engage, entre guillemets. Et n'hésitez pas aussi à solliciter, c'est assez bateau, mais vos amis, etc., pour avoir cette preuve sociale
pour avoir je sais pas, 50 premiers followers, par exemple. Exactement. Ça, oui, et effectivement. Après, les amis, ce sera pas forcément les plus, comment dire, ceux qui réagiront le plus à vos publications aussi. Parce qu'ils ne sont pas forcément dans votre cible, finalement. Non, bien sûr, mais c'est vrai que je me dis... Ça construit la base. C'est ça, si je vois un compte qui est suivi par 20 personnes, ça va plus... Je vais me demander ce que je fais là. Alors que naturellement, c'est un réflexe un peu idiot, hein, mais c'est vrai que en fait, on voit un compte plus ou moins populaire, on va se dire que aussi, il va nous plaire. Hein. Ah bah, mais c'est clair. Ah, mais c'est sûr. Oui. Alors, on va bientôt terminer parce que ça fait déjà 50 minutes, mais il y avait une question. Alors là, je pense que c'est sur ta présentation, Alix, qui demandait comment tu faisais pour intégrer tes écrans dans tes iPhones sur ta présentation. Est-ce que tu fais ça à la mano ou est-ce que tu as un logiciel qui fait ça rapidement? Oh là là, tout est à la mano, hein, clairement. Moi, j'utilise très peu d'outils. Non, Alix, en fait, c'est très simple. Je fais un screenshot là-dessus. Et en fait, j'ai un tout petit mock-up qui est de téléphone qui est détouré. Voilà. Et en fait, je mets mon screenshot, je mets mon mock-up et voilà. Je me demande s'il n'y a pas une option comme ça. Totale. Je pense que sur Google, tu peux trouver des trucs insert. Oui, Google l'a mis là-dessus. Ça doit se trouver, mais sinon, l'option à la mano, si tu sais détourer un écran, c'est possible. Mais du coup, alors on a encore plein de questions, mais c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde. Pierre, peut-être pour la dernière, qui demande quid du sponsoring? Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est perçu comme un spam de sponsoriser tes posts quand tu vois une publication sponsorisée? Là, pareil, en fait, c'est... Alors, du spam, oui, ça peut être considéré comme du spam si ta publicité, elle rentre pas du tout dans les codes d'Instagram, elle est très, message très marketeux et du coup, ça fait un peu tâche avec ton fil que tu parcours. Donc, effectivement, là, ça peut être considéré comme du spam. C'était même les premières réactions quand la pub est arrivée sur Insta. Dans le feed, il y avait des publicités, c'était l'horreur, vraiment. Et c'était pas possible, ça changeait du tout au tout. Et ça se voyait tout de suite, en fait, que c'était une pub. Donc, si ta pub, en fait, elle est bien travaillée, elle est bien ciblée, que tu as choisi le bon objectif aussi, parce que ça dépend, tu veux sponsoriser, mais pourquoi? En fait, c'est cette question-là aussi à laquelle il faut répondre en premier. Et si elle est bien travaillée, si elle rentre dans les codes d'Insta et dans les codes de ton audience, et donc du coup qu'elle passe de manière plus ou moins discrète, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle soit visible, en fait, elle ne sera pas considérée comme du spam. Et il y avait une étude, alors j'ai plus les chiffres en tête là-dessus, mais qui disait que les utilisateurs, sur les réseaux sociaux, étaient OK pour voir de la pub. Mais il faut aussi que ce soit de la pub qui les concerne, où ils sont ciblés et qui n'est pas dérangeante. Ça m'apporte quelque chose, une information en plus où je peux découvrir une nouvelle marque et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le contenu est hyper important et sinon ça peut, tu peux passer pour un spammeur, quoi, clairement. Toujours apporter de la valeur, du coup. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et sur Instagram aussi, je trouve que les utilisateurs sont assez exigeants avec les contenus qu'ils voient passer. Et si c'est pas du beau contenu, si ça vient casser leur feed, vous étiez en pleine session d'inspiration. Oui, là, effectivement, ça va être dérangeant pour eux. Et il y a une vraie exigence. À la différence de Facebook, où on est beaucoup moins exigeant sur le contenu qu'on voit passer. Hein. Même celui qu'on poste. On n'est pas du tout sur la même exigence, clairement. Génial. Je vais peut-être poser une dernière question qui a un rapport avec celle d'Estelle, quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé sur est-ce que tout le monde doit aller sur Instagram? Parce qu'effectivement, Estelle nous dit que si tu as une entreprise, par exemple, de service IT, donc vraiment du B2B pur, est-ce que ça a du sens d'être sur Instagram?
Est-ce que, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des marques qui sont sur tous les réseaux, mais c'est pas forcément pertinent quand tu viens chercher du contenu plutôt divertissant, etc. Bah, en fait, moi, je pars du principe que tout le monde peut être sur Instagram à partir du moment où tout le monde a quelque chose à raconter d'intéressant et qui rentre dans les codes d'Insta. Tu vois, par exemple, on parlait de formateurs tout à l'heure. De base, on pourrait se dire que un freelance qui donne des formations, ben, Instagram, c'est pas vraiment pour lui parce qu'on cherche du divertissement et de l'esthétisme. Et en fait, ben, on se rend compte que si, à partir du moment où tu as du contenu très utile, qui peut, comment dire, répondre à un besoin où ton audience est présente et pourrait potentiellement rechercher ce type d'infos sur Instagram, en fait, je pense que tu as ta place sur Insta. À mon avis, typiquement pour l'exemple du service IT, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que les concurrents sont dessus? Comment ils prennent la parole pour un peu s'inspirer de tout ça? Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ces comptes-là? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a de l'interaction? Ça pourrait être intéressant déjà de prendre un peu la température. Et s'il n'y a personne, bah, se poser la question de si on va sur Instagram, qu'est-ce qu'on peut raconter, quel est notre objectif, quelle est notre audience qu'on va cibler, et peut-être que finalement la réponse ce sera non parce qu'on n'aura pas grand-chose à raconter sur ce compte-là, enfin sur cette plateforme à la différence d'un LinkedIn par exemple. Donc Effectivement, il faut... le principe que non, enfin que toutes les marques ne peuvent pas être sur Insta. Pour moi, toutes les marques peuvent être sur Insta, mais à partir du moment où tu as quelque chose d'intéressant à raconter pour ton audience, quoi. Surtout que oui, ça dépend aussi de l'objectif de ton compte Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent Instagram un petit peu dans une perspective RH pour faire découvrir, par exemple, les gens de leur équipe, etc. Parce qu'aujourd'hui, s'ils recrutent des 25-35, ils vont, en général, moi, je sais que j'ai le réflexe d'aller voir le compte Instagram. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un objectif qui peut être intéressant. Si aujourd'hui, une boîte très B2B, dont le décideur, par exemple, est le chef technique et tu sais que ton audience finale, c'est des hommes de 50 ans. Alors, je sais pas, mais par exemple que ton décideur, vraiment, c'est quelqu'un qui ne va pas sur Instagram, dans ce cas-là, c'est différent. Donc, tout dépend de ton objectif aussi. Ah bah, c'est clair, c'est avant d'aller sur Instagram ou même sur n'importe quel réseau social, il faut se poser la question de pourquoi aller dessus. Et surtout pas se dire parce que tout le monde y est. Parce que là, c'est la meilleure façon de se planter, de faire comme tout le monde. Et donc, du coup, de raconter la même chose et de ne pas se différencier. Mais oui, se poser les bonnes questions. Et c'est pas parce que tout le monde est sur Insta qu'il faut y aller. Il y a peut-être d'autres canaux à investir, à exploiter et qui seront bien plus efficaces, clairement. Surtout que c'est beaucoup de travail, surtout si, enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous sont des indépendants. Être sur tous les réseaux sociaux, gérer un site, gérer des clients, ouais, c'est clair. C'est compliqué. Ah oui, ça c'est sûr. Après, tu vois, je trouve qu'il est toujours intéressant de ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire de tout miser sur un Insta versus un Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, etc. Je trouve que c'est bien d'en avoir minimum 2, en fait, pour un peu, je me dis quelqu'un qui est dans ma cible, mais qui n'est pas forcément sur Instagram, mais qui peut être sur un LinkedIn ou sur un Twitter ou un Facebook, peu importe. Bah, je maximise les chances, en fait, en étant sur 2 réseaux sociaux, de le toucher et de m'adresser à lui. Donc, ça peut être des cibles aussi un peu différentes. Des fois, on a des 2 personas ou 2, 3, et ça peut être l'occasion de les toucher via différents réseaux. Exactement. Et puis, ça dépend aussi de ce que tu veux raconter, tu vois. Sur Instagram, tu peux avoir une ligne éditoriale qui est très précise, alors que sur Facebook ou Twitter, ça va être complètement différent, mais ça fait partie de ta marque, de ce qu'elle a à raconter, et donc qui est plus dans les codes de Twitter, pour le coup, que d'Instagram. Donc, ça dépend de ça aussi. Est-ce que tu peux décliner, est-ce que tu peux trouver des territoires d'expression qui sont intéressants à mettre en place sur un type de réseau social. Ça, c'est hyper intéressant, ça, pour une marque. Il y a plusieurs choses à dire d'une manière très différente, à une audience très différente, et donc, du coup, sur des réseaux sociaux différents. Bah, ça conclut bien cette intervention. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vois beaucoup de
de messages dans le chat qui ont trouvé cette présentation super intéressante. On est ravis que ça vous a servi. On a essayé de prendre le maximum de questions, mais ça fait bientôt 1 heure. Je vais vous mettre dans le chat le lien des prochains, enfin avec le programme des prochains webinaires. On va parler contenu, communication digitale. Donc si ce genre de problématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis à très bientôt. Emmanuel, si tu veux dire un petit... Non, merci à tous. Je vois tous les messages qui défilent. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je commence la journée hyper bien, donc voilà. Donc merci à vous. Non, merci encore à l'équipe Shine. C'était un vrai plaisir de participer à ce webinaire. Et voilà. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Si vous avez besoin d'inspiration aussi, parce qu'on n'a pas parlé de vidéo, mais si vous voulez aller voir mon compte Belle Prise avec plaisir, il y a pas mal d'idées pour s'inspirer et créer du contenu. Voilà. Et encore une fois, si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir via LinkedIn, mon mail. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien vers le compte Instagram d'Emmanuel. Merci. Je voulais voir à quoi ça ressemble. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Ouais.